Avez-vous déjà imaginé trouver l'amour là où vous l'attendiez le moins, au milieu de la poussière et du danger des régions sauvages? Préparez-vous pour une histoire de courage, de sacrifice et une demande en mariage qui a changé deux destins pour toujours. Si cette histoire touche votre cœur, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'aventures palpitantes comme celle-ci. Le soleil de midi était un point de fer frappant la terre desséchée lorsque Samuel Lefebvre aperçut cette silhouette tomber près des rails nouvellement posés de la compagnie de chemin de fer. Le vent chaud portait l'odeur âcre du créosote des traverses et l'arôme métallique des rails chauffés, mêlé à l'odeur lointaine des herbes sauvages. Ses yeux, habitués à scruter l'horizon à la recherche d'orages ou de brigands, captèrent immédiatement l'anomalie dans ce paysage monochrome d'ocre et de rouille. Une jeune femme, peut-être pas plus de 20 ans, gisait inconsciente sur la terre battue, sa robe de coton brut marquée par la poussière et la sueur du voyage brutal sous le soleil impitoyable. Samuel descendit de son cheval noir, un étalon fougueux nommé Tempête, qui soufflait impatiemment sous la chaleur suffocante. Le grincement du cuir de ses bottes résonna dans le silence oppressant, tandis qu'il s'approchait prudemment. Des années de solitude avaient appris aux propriétaires terriens à se méfier des pièges, mais il y avait quelque chose dans la fragilité de cette silhouette qui désarmait ses défenses habituelles. Cette contrée aride était comme un prédateur patient, toujours à l'affût pour dévorer les faibles et les impréparés. Et cette jeune femme semblait avoir été presque engloutie par ses mâchoires invisibles. En s'agenouillant près d'elle, Samuel remarqua ses lèvres gercées par la soif, ses joues creusées par la faim, et un petit livre à la couverture de cuir usé, serré contre sa poitrine comme si c'était son bien le plus précieux. Le toucher de ses doigts calleux sur son poignet fragile confirma qu'il y avait encore de la vie, pulsant sous cette peau brûlée par le soleil. Avec des mouvements précis, fruit d'années à prendre soin d'animaux blessés sur son domaine, il la souleva dans ses bras. Elle pesait moins lourd qu'une botte de foin, et cela le perturba profondément. Le trajet de retour au domaine des Deux Flèches fut marqué par le silence, brisé seulement par le trot rythmé de Tempête et le gémissement occasionnel inconscient de la jeune femme. Samuel gardait les yeux fixés sur l'horizon, où des nuages de poussière dansaient comme des esprits agités. Son esprit, normalement concentré sur des questions pratiques comme le prix du bétail ou la pénurie d'eau, errait, maintenant en territoires inconnus. Pourquoi aidait-il cette étrangère? En 15 ans à gérer l'une des plus vastes propriétés du département, il avait construit des murs invisibles autour de lui, des forteresses contre la douleur de la perte et de l'abandon. Le domaine des Deux Flèches s'étendait sur des milliers d'hectares, une immensité de pâturage qui se perdait dans l'horizon pourpre des montagnes lointaines. La maison principale, construite en bois de pin et pierre locale, se dressait comme une sentinelle solitaire contre le ciel infini. Maria González, la gouvernante qui s'occupait de la propriété depuis une décennie, faillit laisser tomber le plateau d'argent lorsqu'elle vit Samuel entrer avec la jeune femme évanouie dans les bras. Les premières 24 heures furent critiques. La fièvre qui s'empara du corps fragile de la jeune femme fit craindre le pire à Samuel. Maria préparait des tisanes suivant les anciennes recettes de sa grand-mère guérisseuse, tandis que Samuel veillait silencieusement, changeant les compresses froides sur le front brûlant. Ce fut pendant l'une de ces longues nuits que la jeune femme murmura un nom dans son délire fiévreux. Éléonore. Un nom qui sonnait comme de la musique au milieu du silence oppressant du domaine. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, 3 jours, après avoir été secourue, Éléonore Dubois se retrouva dans une chambre spacieuse, avec des murs blanchis à la chaux et une fenêtre qui encadrait le coucher de soleil sur les plaines. Le premier visage qu'elle vit fut celui de Maria, souriant maternellement en lui offrant un bouillon aromatique. Mais ce fut la silhouette grande et silencieuse, debout près de la porte, qui capta son attention. Samuel Lefebvre avait la présence d'une montagne solide et immuable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux gris qui suggérait des tempêtes contenues. La guérison d'Éléonore fut progressive, marquée par de petites victoires et des moments de vulnérabilité. Au début, elle parvenait à peine à rester assise sans que les vertiges ne la submergent. Samuel observait ses progrès avec un mélange de préoccupations pratiques
et de quelque chose de plus profond qu'il refusait de nommer. Pendant un après-midi particulièrement chaud, alors que le thermomètre marquait 40 degrés à l'ombre, il la trouva luttant pour raccommoder sa seule robe, ses doigts encore trop tremblants pour la tâche délicate. Sans un mot, Samuel disparut dans son bureau et revint avec un paquet enveloppé dans du papier, brun. À l'intérieur se trouvait une coupe de tissu bleu ciel, résistant mais beau, ainsi qu'une boîte à couture complète. Le geste, simple dans son exécution mais profond dans sa signification, marqua le premier moment de connexion véritable. Entre eux, Éléonore leva les yeux, rencontrant les siens, et pendant un instant, le temps sembla se suspendre comme la poussière dorée qui dansait dans les rayons de soleil entrant par la fenêtre. La vie sur le domaine suivait ses rythmes ancestraux. Le mugissement lointain du bétail à l'aube, le tintement des harnais préparés, l'arôme du café fort mélangé à celui du lard fumé dans la cuisine de Maria. Éléonore, à mesure que ses forces revenaient, commença à trouver sa place. Dans cette symphonie quotidienne, ses mains délicates apprirent à ramasser les œufs sans effrayer les poules, à traire la vache docile que Maria gardait pour le lait frais, à reconnaître les herbes médicinales qui poussaient sauvagement près du ruisseau presque tari. Samuel l'observait avec une admiration croissante, bien qu'il maintint sa distance habituelle. Des années de solitude avaient créé des habitudes difficiles à briser, mais il y avait des moments, fugaces comme le vol d'un faucon au-dessus des plaines, où ses défenses s'abaissaient, comme ce matin où il la trouva nourrissant les poulains, orphelin dans l'écurie, fredonnant une douce mélodie qui semblait calmer les animaux nerveux, ou lorsqu'elle insista pour aider pendant le marquage du bétail, ignorant les protestations des vachers selon lesquelles ce n'était pas un travail pour une dame. Ce fut pendant la 3e semaine de son séjour que le premier obstacle réel survint. Thomas Martin, propriétaire du domaine voisin du M Volant, apparut avec son fils Jacques pour une visite qui avait clairement des intentions cachées. Martin était connu pour son ambition démesurée et pour convoiter les terres fertiles des Deux Flèches. Voir une jeune femme jolie installée dans la maison de Samuel éveilla sa curiosité et ses plans calculateurs. Pendant le dîner tendu, avec la table dressée de la meilleure porcelaine que Maria avait pu dénicher, Jacques Martin ne quittait pas Éléonore des yeux. Ses insinuations sur la nature de sa présence ici étaient voilées mais coupantes comme des rasoirs. Samuel resta silencieux pendant la majeure partie du repas, mais lorsque Martin suggéra qu'Éléonore serait peut-être plus à l'aise dans un environnement plus approprié pour une jeune dame, la voix du propriétaire terrien fendit l'air comme un fouet. La défense ferme mais maîtrisée que Samuel fit d'Éléonore cette nuit-là révéla plus sur ses sentiments que des mois de mots n'auraient pu le faire. Après le départ des Martins, laissant une traînée de tension palpable, Éléonore trouva Samuel sur le perron, observant les étoiles qui commençaient à parsemer le ciel indigo. Le silence entre eux était différent maintenant, chargé de possibilités inexprimées. Ce fut alors qu'Éléonore décida de partager son histoire. Sous la lumière argentée de la lune croissante, avec les hurlements lointains des loups comme bande sonore, elle parla de la perte de ses parents dans une épidémie, de l'oncle Cupide qui tenta de la forcer à un mariage arrangé pour s'emparer de sa petite fortune, de sa fuite désespérée qui l'avait amené à prendre un train de marchandises vers l'ouest, sans destination précise sinon échapper. Samuel écouta en silence, son profil découpé contre le ciel nocturne comme une sculpture de granit. Lorsqu'elle eut terminé, les larmes brillant sur ses joues comme des diamants liquides, il fit quelque chose qui les surprit tous deux. Il tendit la main et toucha doucement la sienne, un geste aussi délicat que le poser d'un papillon, mais chargé de promesses non verbalisées. Les jours se transformèrent en semaines, et l'été inclément commença à montrer des signes d'une sécheresse qui promettait d'être dévastatrice. Les pluies commencèrent à se tarir, le pâturage jaunissait sous le soleil impitoyable, et le bétail commença à dépérir. Samuel passait de longues heures à étudier des cartes et à consulter les vachers les plus âgés sur les sources d'eau alternatives. La tension sur le domaine était palpable, comme l'électricité qui précède un orage d'été. Ce fut pendant l'un de ces après-midi étouffants qu'Éléonore fit une découverte qui changerait tout. En feuilletant le petit livre qu'elle portait toujours avec elle, un cadeau de sa défunte mère, elle remarqua quelque chose d'étrange.
entre les pages jaunies de poèmes et de prières, il y avait un document plié qu'elle n'avait jamais examiné avec attention. C'était un acte notarié ancien, daté de 40 ans auparavant. Il garantissait des droits sur une parcelle de terre incluant une source pérenne dans le massif montagneux voisin. La révélation frappa Samuel comme un éclair. Cette source pouvait sauver non seulement les 2 flèches, mais aussi les domaines voisins qui luttaient contre la sécheresse. Mais la localisation décrite dans le document était vague, se référant à des repères naturels qui pouvaient avoir changé au fil des décennies. Il faudrait une expédition pour la trouver, un voyage dangereux au milieu de la chaleur torride et du terrain traître des montagnes. La décision de partir à la recherche de la source ne fut pas prise à la légère. Samuel réunit ses hommes les plus fiables, y compris Jacques Dubois, son contremaître vétéran, et Rodrigo Silva, le meilleur pisteur de la région. Éléonore insista pour les accompagner, arguant qu'elle connaissait mieux les détails du document. Samuel résista initialement, inquiet pour sa sécurité, mais la détermination de fer dans ses yeux bleus le convainquit qu'il serait inutile d'essayer de la dissuader. L'expédition partit à l'aube d'un lundi qui promettait d'être caniculaire. Le groupe se composait de 6 personnes, incluant Éléonore et Maria, qui insista pour venir afin de prendre soin de la jeune femme. Les chevaux portèrent des provisions pour 2 semaines, bien que tous espéraient trouver la source bien avant cela. Le terrain changeait graduellement, passant des plaines poussiéreuses aux collines pierreuses et finalement aux pentes abruptes des montagnes. Au 3e jour de marche, alors que le soleil était à son zénith cruel, le premier signe de danger réel apparut. Des traces fraîches dans le sable indiquaient la présence d'autres cavaliers suivant leur piste. Samuel reconnut immédiatement le motif des fers. C'étaient des hommes de Martin, sans doute alertés de l'expédition par un informateur sur le domaine. La cupidité du voisin ne connaissait pas de limite, et la possibilité d'une source d'eau permanente sur ces terres arides était trop tentante pour être ignorée. Cette nuit-là, campé dans un ravin protégé, Samuel convoqua un conseil de guerre. Les options étaient limitées. Continuer signifiait risquer un affrontement en terrain défavorable. Revenir signifiait perdre la seule chance de sauver les domaines de la sécheresse dévastatrice. Ce fut Éléonore qui proposa la solution. Connaissant le terrain grâce aux descriptions du document de sa mère, elle suggéra une route alternative, plus difficile, mais qui les mènerait par des gorges que les poursuivants connaîtraient difficilement. La décision de faire confiance au savoir d'Éléonore s'avéra judicieuse. Pendant 2 jours, ils naviguèrent par des passages étroits et des sentiers précaires, toujours attentifs à tout signe des hommes de Martin. Le 4e jour apporta une découverte émouvante. Rodrigo trouva des signes d'humidité dans le sol et le comportement des chevaux indiquait la proximité de l'eau. Suivant ces indices, ils arrivèrent à une formation rocheuse qui correspondait exactement à la description de l'ancien document. La source était là, cachée derrière, un rideau de saule qui avait survécu grâce à l'eau constante. C'était une oasis secrète au milieu de l'aridité, avec de l'eau cristalline jaillissant des roches et formant un petit étang avant de disparaître à nouveau sous terre. L'émotion s'empara du groupe. Jacques, normalement stoïque, laissa échapper un cri de joie. Maria tomba à genoux, murmurant des prières de remerciement. Samuel et Éléonore se retrouvèrent enlacés, un geste spontané né de la joie partagée. Mais la célébration fut interrompue par le son de chevaux qui approchaient. Martin et ses hommes les avaient finalement rattrapés. L'affrontement qui suivit fut tendu comme la corde d'un arc bandé. Martin, flanqué de 6 hommes armés, réclama des droits sur la source, affirmant que les terres appartenaient à un ancien droit de possession qui précéderait tout document. Samuel se positionna protecteur devant Éléonore, sa main posée sur la crosse du revolver à sa hanche. Le langage corporel des 2 groupes indiquait que la violence n'était qu'à un geste précipité de distance. Ce fut alors qu'Éléonore fit un pas en avant, le document à la main, et commença à parler avec une clarté et une autorité qui surprirent tout le monde. Elle ne se contenta pas de lire le document, mais expliqua sa provenance, montrant les sceaux et les signatures qui prouvaient son authenticité. Plus important encore, elle désigna les gravures sur les roches autour de la source,
des marques laissées par l'arpenteur original, qui correspondaient exactement aux descriptions. Sur le papier, c'étaient des preuves irréfutables que cette terre appartenait légalement à qui possédait le document. Martin hésita, ses yeux calculateurs évaluant les options. Il pouvait essayer de prendre la source par la force, mais cela signifierait un bain de sang et des problèmes légaux ultérieurs. De plus, Jacques et Rodrigo s'étaient positionnés stratégiquement, indiquant clairement que toute agression serait répondue par une force létale. Après de longues minutes de tension suffocante, Martin recula finalement, marmonnant des menaces vagues sur la vérification de l'authenticité du document en ville. La menace immédiate écartée, le groupe travailla rapidement pour cartographier la zone et planifier comment canaliser l'eau vers les domaines de la vallée. Samuel démontra une générosité qui surprit même ses hommes les plus proches, proposant un système de partage qui bénéficierait non seulement aux 2 flèches, mais aussi aux petits propriétaires qui luttaient pour survivre. Éléonore observait avec une admiration croissante, tandis qu'il dessinait des plans dans le sable, son esprit pratique trouvant des solutions pour chaque défi logistique. Le voyage de retour fut marqué par un changement palpable dans la dynamique entre Samuel et Éléonore. Les barrières qu'il avait érigées au fil des ans commençaient à s'écrouler comme des murs de torchis sous la pluie. Pendant les nuits autour du feu de camp, il commença à partager des histoires de son passé, y compris la perte dévastatrice de sa fiancée Sarah à cause de la fièvre typhoïde 10 ans auparavant, un événement qui l'avait transformé en l'homme fermé et solitaire qu'Éléonore avait connu. Éléonore écouta avec compassion, comprenant finalement la source de la douleur qu'elle voyait dans ses yeux. En réponse, elle partagea davantage sur sa propre vie, sur les rêves de devenir institutrice qui furent détruits par la mort de ses parents, sur la solitude d'être une orpheline dans un monde qui voyait les femmes célibataires comme des fardeaux ou des opportunités. Ces conversations nocturnes, avec le crépitement du feu et le hurlement lointain des loups en fond sonore, tissèrent des liens invisibles mais incassables entre eux. Le retour au domaine des 2 flèches fut triomphal. La nouvelle de la découverte de la source se répandit comme une traînée de poudre, apportant l'espoir à toute la communauté. Dans les jours qui suivirent, Samuel organisa des équipes de travail pour construire le système d'irrigation. Ce fut un effort communautaire, avec des propriétaires terriens qui se parlaient à peine auparavant, travaillant côte à côte. Éléonore devint une figure centrale dans ce processus, son éducation lui permettant d'aider au calcul et à la planification. Mais tout n'était pas de bonnes nouvelles. Une lettre arriva de la compagnie de chemin de fer, informant que la ligne prévue passerait directement par plusieurs propriétés, y compris des parties des 2 flèches. L'indemnisation offerte était dérisoire, et le langage du document indiquait clairement que la résistance serait traitée par la force légale, et si nécessaire, physique. L'ombre du progrès menaçait de détruire le mode de vie que des générations avaient construit. Ce fut pendant une réunion tendue au siège du domaine qu'Éléonore fit une autre découverte cruciale. En examinant d'anciennes cartes et des documents légaux, elle réalisa que l'acte notarié de la source incluait des clauses sur les droits de passage qui pouvaient être utilisées pour négocier avec la compagnie de chemin de fer. Ce n'était pas une solution parfaite, mais cela offrait une marge de manœuvre légale qui pourrait protéger les propriétés les plus vulnérables. Samuel observait Éléonore travailler avec un mélange d'admiration et de quelque chose de plus profond. Elle s'était transformée de la jeune femme fragile qu'il avait secourue près des rails en une force avec laquelle il fallait compter. Son intelligence, sa compassion et son courage avaient non seulement sauvé le domaine, mais aussi transformé la communauté. Et plus important pour lui, ils avaient fait fondre la glace autour de son cœur. Le printemps arriva avec des pluies généreuses, comme si la nature elle-même célébrait la découverte de la source. Le système d'irrigation, maintenant complet, transforma les terres arides en champs verdoyants. Le bétail, autrefois squelettique, retrouva poids et vigueur. Les domaines plus petits, qui étaient au bord de la faillite, commencèrent à prospérer à nouveau. Éléonore établit une petite école dans une des dépendances des 2 flèches, réalisant son ancien rêve d'enseigner. Ce fut pendant le bal de printemps, une tradition annuelle qui avait failli être annulée à cause de la sécheresse, que Samuel prit la décision qui changerait leur 2 vies.
La salle communautaire était décorée de fleurs sauvages, et le son des violons et des accordéons emplissait l'air parfumé. Éléonore portait une nouvelle robe, faite du tissu bleu que Samuel lui avait donné des mois auparavant, et sa beauté illuminait l'endroit comme le soleil levant illumine les plaines. Lorsque la musique changea pour une valse lente, Samuel s'approcha et, avec une révérence formelle qui arracha des sourires au présent, l'invita à danser. Tandis qu'ils se déplacèrent dans la salle, ses yeux ne quittèrent jamais les siens. Au milieu de la musique, il la conduisit sur la terrasse, où la pleine lune baignait tout de lumière argentée. Là, avec le son lointain de la musique et le parfum des chèvrefeuilles dans l'air, Samuel Lefebvre, l'homme qui avait juré de ne plus jamais aimer, s'agenouilla. Les mots qu'il prononça furent simples, mais chargés d'émotions contenues. Il parla de la façon dont elle avait apporté la lumière dans son obscurité, l'espoir dans son désespoir, l'amour à son cœur desséché comme la terre avant la pluie. L'anneau qu'il offrit avait appartenu à sa mère, gardé pendant des années dans un coffre, attendant quelqu'un digne de le porter. Éléonore, les larmes coulant librement sur ses joues, dit oui avant même qu'il n'eût fini de parler. Le mariage fut célébré à la fin de l'été, lorsque les champs dorés de blé s'étendaient jusqu'à l'horizon, et que l'air était chargé de la promesse d'une récolte abondante. La cérémonie eut lieu en plein air, sous le grand chêne qu'ils avaient planté ensemble des mois auparavant, et qui montrait déjà de vigoureux signes de croissance. Toute la communauté y assista, y compris Martin, qui avait finalement accepté le nouvel ordre des choses, et même contribué à l'effort communautaire. Maria pleura abondamment pendant toute la cérémonie, murmurant des bénédictions en espagnol. Jacques Dubois servit de témoin, son visage normalement sévère, adouci par un sourire sincère. Rodrigo Silva joua de la guitare, tandis que le couple échangeait des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes. Des mots qui parlèrent de voyage, solitaires ayant trouvé leur destinée commune, de deux âmes qui avaient redécouvert que le foyer n'était pas un lieu, mais la présence l'une de l'autre. La réception se prolongea tard dans la nuit, avec des danses, de la musique et une nourriture abondante. Les tables étaient chargées des fruits de la terre qu'ils avaient tant lutté pour préserver. Le gâteau de mariage, une création monumentale de Maria, avait 3 étages et était décoré de fleurs en sucre qui semblaient presque réelles. Des histoires furent partagées, certaines vraies, d'autres embellies par le temps et l'eau de vie, sur les jours difficiles de la sécheresse et la découverte miraculeuse de la source. Pendant que la fête continuait, Samuel et Éléonore s'échappèrent pour un moment d'intimité sur le même perron où ils avaient partagé tant de conversations importantes. Le son lointain de la musique et des rires créait une bande sonore parfaite pour leur contemplation, silencieuse. Les étoiles brillaient comme des diamants dispersés sur le velours noir du ciel, et le vent nocturne portait le parfum des herbes sauvages et des promesses tenues. Les années qui suivirent apportèrent leurs propres défis et bénédictions. La compagnie de chemin de fer arriva finalement, mais les accords négociés par Éléonore garantirent que son impact fut minimisé. Les 2 flèches prospérèrent, devenant non seulement un domaine prospère, mais un modèle de gestion durable de la terre. L'école d'Éléonore grandit, attirant des enfants de tout le département, plantant des graines de connaissances qui fleuriraient pour les générations. Des enfants vinrent, 3 au total, chacun portant la force de Samuel et l'intelligence d'Éléonore. L'aîné, Antoine, montra des aptitudes pour les affaires du domaine. La cadette, Sarah, en hommage au premier amour de Samuel, hérita du don d'Éléonore pour l'enseignement. Le benjamin Guillaume surprit tout le monde par son talent pour la musique, remplissant la maison de mélodies que Maria jurait faire pleurer les anges. Mais ce fut le legs intangible qui se révéla le plus durable. L'histoire de la façon dont un propriétaire terrien solitaire trouva l'amour près des rails, de la façon dont une orpheline démunie apporta le salut à toute une communauté, devint une légende locale. Les voyageurs passant par l'auberge locale entendaient inévitablement l'histoire, chaque narrateur ajoutant ses propres embellissements, mais conservant toujours le cœur de la vérité. Des décennies plus tard, lorsque leurs cheveux étaient devenus blancs comme la neige sur les montagnes lointaines, Samuel et Éléonore pouvaient encore être vus marchant main dans la main
à travers les champs qu'ils avaient sauvés ensemble. Le chêne qu'ils avaient planté le jour de leur union était devenu un arbre majestueux, ses racines profondes buvant à la même source qu'ils avaient découverte, ses branches fournissant de l'ombre aux nouvelles générations d'enfants qui jouaient à sa base. Les après-midi tranquilles, assis sur le même perron où tant de conversations importantes avaient eu lieu, ils se rappelaient parfois ce jour fatidique près des rails. Éléonore gardait toujours le petit livre de cuir, maintenant encore plus usé par le temps, mais contenant entre ses pages non seulement l'acte notarié qui avait tout changé, mais aussi des lettres d'amour que Samuel avait appris à écrire, des poèmes qui tentaient de capturer ce que les mots parlés ne pourraient jamais exprimer complètement. La région sauvage avait changé autour d'eux, les villes avaient grandi, les rails s'étaient multipliés, le monde sauvage fut graduellement apprivoisé. Mais au cœur des deux flèches, certaines valeurs restèrent immuables. L'hospitalité pour ceux dans le besoin, car on ne savait jamais quand un étranger près des rails pouvait apporter le salut. La générosité avec les ressources, car l'eau, comme l'amour, coulait plus abondamment lorsqu'elle était partagée. Le courage de défendre ce qui était juste, même quand il était plus facile de céder. Et ainsi, tandis que le soleil se couchait une fois de plus sur les plaines, peignant le ciel de tons de rouge et d'or qu'aucun artiste ne pourrait capturer, Samuel et Éléonore Lefebvre demeuraient comme témoins d'une vérité simple mais profonde, que dans le cœur aride de la contrée, où la survie était une lutte quotidienne et la solitude une compagne constante, l'amour pouvait jaillir comme de l'eau d'une roche, transformant non seulement deux vies, mais tout un monde autour d'eux. La poussière dorée dansait dans les derniers rayons de soleil, et le vent murmurait des histoires à travers les herbes sauvages, portant la promesse que, même dans les endroits les plus improbables, même dans les moments les plus désespérés, l'espoir pouvait fleurir. La contrée aride, qui avait un jour été le miroir de l'âme solitaire de Samuel, reflétait maintenant l'abondance d'une vie partagée, prouvant que parfois, les plus grands trésors ne sont pas trouvés, mais plutôt cultivés, arrosés avec patience, foi et amour inconditionnel. Et vous, à quel moment laisserez-vous l'espoir fleurir dans votre désert ?